C'est le cas d'ailleurs depuis 2002, avec les mesures concernant les heures supplémentaires, réforme impulsée à l'époque par François Fillon, et toujours aujourd'hui, qui vise au fond à expliquer que les 35 heures sont la source de tous les maux, et qu'il faut les démanteler progressivement. Aujourd'hui, chacun, tout le monde, à gauche, appelle à défendre cet acquis fondamental mis en place par un gouvernement socialiste, alors qu'une grande partie de l'extrême gauche les critiquait à l'époque. Où est donc la cohérence ? C'est un acquis, c'est pas un acquis, c'était une avancée sociale, ça ne l'était pas. Bon, et donc, et c'est la raison pour laquelle il faut continuer à protéger. Je pense que l'idée de protection reste fondamentalement ancrée dans ce que je crois être une pensée de gauche. Et l'idée de protéger les plus démunis, les plus faibles, de bâtir des systèmes solidaires. Mais on ne peut pas le faire sans ignorer qu'on a d'énormes problèmes de financement, qu'on a des déficits publics particulièrement importants et que l'État lui-même est en crise. Et donc il faut sans doute inventer un nouvel État et passer de ce qu'est aujourd'hui un État-providence, mais mis à mal partout, à un État prévoyant, c'est-à-dire qui anticipe, notamment dans le domaine de la santé, qui est sans aucun doute le grand sujet des années qui viennent. Non, mais sur le monde d'hier et d'aujourd'hui, parce que ce n'est pas un débat qu'opposent les modernes aux archaïques, parce que si on veut faire toutes les comparaisons par rapport aux périodes qui ont pu changer, notamment sur la sécurité sociale, il faut aussi nous expliquer comment on a été capable, après-guerre, dans le cas d'une économie qui était plus que mal en point, qui était au bord de s'écrouler, on a été capable d'avoir ce choix hyper audacieux de faire une sécurité sociale, et comment dans une économie qui n'a jamais été aussi riche qu'en ce moment, on serait plus capable de la tenir parce que tout serait problème démographique. Et c'est là où moi je parle de, je m'excuse, mais même de malhonnêteté intellectuelle, de ne pas expliquer ça à la majorité de la population. Que le problème des retraites n'est pas d'abord un problème démographique, mais d'abord un problème de répartition des richesses. Il y a une question démographique, c'est évident, qui la nierait? Et dans le calcul dont je parle, une fois de plus, la question de l'évolution de la durée de vie est incluse. Le problème, c'est quoi? C'est que la génération qui est la mienne, on arrive à peu près sur le marché du travail à l'âge de 25 ans en moyenne, puisque, et c'est une chance, on fait des études de plus en plus longtemps. Avec les différentes réformes sur les retraites qui sont passées, on serait donc amené à travailler jusqu'à l'âge de 65 ou 67 ans, voire plus. Qui va nous faire croire que dans une entreprise du public ou une entreprise d'une privée aujourd'hui, le patronat qui a quand même les clés pouvoir actuellement dans la société, va continuer à nous trouver rentables à l'âge de 67 ans. Personne ne le pense, alors que le patronat passe le plus clair de son temps aujourd'hui à faire des plans de départ en pré-retraite pour maquiller des licenciements, parce qu'au-dessus de plus de 50 ans, les travailleurs seniors sont jugés de toute façon complètement inefficaces et de moins en moins productifs. Ce qui dans les chiffres sont par ailleurs assez vrais, si on se place de leur point de vue de rentabilité. Qu'est-ce qui va se passer? C'est que ma génération, elle aura toujours le droit de partir à l'âge de 60 ans, avec une retraite de merde. Et du coup, elle sera obligée de faire appel à quoi? Au fameux fonds de pension pour financer un revenu un minimum décent, que des assureurs attendent depuis des années et des années, qui est l'attaque à quelque chose auquel une majorité de la population tient, c'est être attaché à une retraite par répartition plutôt qu'une retraite par capitalisation. D'ailleurs, ce n'est pas un hasard si le premier rapport qui est tombé sur un gouvernement sur les retraites est tombé un rapport qui avait été fait par l'ancien responsable d'AXA. Donc c'est malhonnête de ne pas dire que le problème des retraites est d'abord un problème de répartition des richesses, en tous les cas quand on est de gauche. Moi, je n'ai pas la prétention de vouloir peser sur autre chose. Et je pense que c'est à l'image de toute une série de discussions comme ça entre nous, sur notamment, on n'a plus les moyens de la finance publique. Mais, par exemple, le coût de la dette publique et du remboursement de la dette, c'est peut-être la plus grande arnaque qui ait jamais existé. On nous explique, la dette, elle est réelle, personne ne peut la nier, 1200 milliards d'euros, tout le monde nous en parle, chaque année, ça fait 17 000 euros par tête de pipe, on culpabilise tout le monde avec ça, et avec votre discours, vous participez à culpabiliser les gens en disant qu'une partie de la vérité. D'où vient cette fameuse dette? Évidemment, quand on parle aux ménages, je dirais lambda, ce qui nous parle, c'est si l'État a une dette, c'est que l'État a dû faire comme nous, claquer un peu trop d'argent à la fin du mois. Sauf que ce n'est pas ce qui s'est passé pour l'État. Ce qui explique la dette de l'État, ce n'est pas qu'on a dépensé plus d'argent proportionnellement dans le PIB, c'est qu'on a eu de moins en moins de recettes. La part des dépenses dans le PIB est restée stable depuis 1980. Elle est restée stable, autour de 22% du PIB. La part des recettes dans le PIB est passée de 22% du PIB en 1980 à environ 18% aujourd'hui. Ça fait un sacré manque à gagner. Ce qui veut dire qu'aujourd'hui, les capitalistes gagnent 2 fois avec la dette de l'État. Pourquoi? Parce que l'État, c'est-à-dire les pouvoirs publics, ont décidé sciemment, volontairement, sans que personne leur demande quoi que ce soit, de perdre de l'argent en taxant fiscalement un petit peu moins les plus riches, ce qui explique la baisse des recettes dans le budget de l'État. Donc ça fait une dette. Qu'est-ce qu'on fait quand on a une dette? Eh bien on emprunte. On emprunte à qui? À ceux qu'on a moins taxés fiscalement depuis plus de 30 ans, qui vont donc en plus spéculer sur le remboursement de la dette chaque année à hauteur de 40 milliards. Est-ce qu'on est pour ou est-ce qu'on est contre? Est-ce qu'on met les pieds dans le plat ou est-ce qu'on ne le met pas? Et on peut reprendre cet exemple-là sur un exemple encore plus concret, qui est le problème des franchises médicales. Et pour ça, je parlais de mensonges, parce que les salariés perdent 2 fois. On exonère de cotisations sociales, comme je le disais, 15 fois plus depuis 1990.
Je rappelle que les cotisations sociales, c'est comme une partie de notre salaire. C'est pas l'argent qui va dans la poche, c'est pas le salaire net, c'est le salaire brut socialisé. Mais c'est une partie de notre salaire. Donc on perd une partie de notre salaire. Ça crée un déficit public, celui de la sécurité sociale en l'occurrence, c'est parfaitement vrai. Et du coup, les pouvoirs publics se retournent vers nous en disant bah, écoutez, il y a un déficit, c'est à vous de payer. Mais en tant que patient, on perd une partie de notre salaire et on va combler ce manque à gagner par notre propre somme d'argent en tant que patient avec le système des franchises médicales. Le problème, je veux dire, on parlait de tabou tout à l'heure. Je veux dire, pour moi, d'abord, il n'y a aucun tabou en politique, et surtout pas celui de la mondialisation qui peut être une extraordinaire chance si on a la volonté de le faire internationalement. Le problème, c'est quel type de mondialisation on construit. Et le principe de réalité, chacun le voit à sa propre porte. Moi, j'ai l'impression de vivre dans le réel. Je revendique une part d'utopie sur le type de société que je veux construire. Chercher à continuer à imaginer à quoi pourrait ressembler une autre société que la société de merde actuelle. Si c'est l'utopie, je l'assume. Mais je suis en même temps quelqu'un de très pragmatique. C'est-à-dire tout ce qu'on peut gratter, il faut le gratter maintenant. Mais ça ne me fait pas arriver à la conclusion finalement qu'on pourrait faire basculer par exemple le Fonds monétaire national complètement à gauche et du coup amener à la régulation de l'économie pour répartir les richesses. Parce que taxer le capital, je termine sur cette proposition-là qu'on avait eue sur le traité constitutionnel européen, c'est par exemple taxer le capital. Dites vous êtes pour, tant mieux. Moi je prends une proposition concrète pour essayer de construire enfin une autre Europe que celle qu'on a eue maintenant. Imaginez une fiscalité européenne. Taxer par exemple les bénéfices des multinationales européennes qui ont beaucoup d'argent et là les richesses ne sont pas en Asie, ne sont pas en Afrique, elles sont là, et bien là. Bah pour le faire, il faut une fiscalité européenne. Or, ça implique une fiscalité qui ne fonctionne pas à l'unanimité, parce que n'importe quel État, sur la base de l'unanimité, pourra dire non, je ne suis pas d'accord. Par exemple, le Luxembourg, je ne veux pas stigmatiser un pays où, par exemple, il peut y avoir des paradis fiscaux, mais on peut imaginer que le Luxembourg dise non, et ça, tout s'écroule. C'est ce qu'était le principe d'unanimité dans le traité constitutionnel européen, c'est ce qui est toujours dans le mini-traité, et c'est pour ça que la moindre des choses, ce serait d'avoir un référendum d'abord parce qu'on a déjà dit non, et puis d'avoir toujours la même discussion. C'est comment on peut avoir été contre à un moment donné et plus l'être maintenant. Notamment sur un truc très concret qui est celui de la fiscalité pour construire une autre Europe. Et repartons encore du monde. Moi, je continue à être scandalisé. Je crois qu'il faut d'ailleurs toujours se scandaliser des situations qu'on rencontre. C'est vrai dans les quartiers de la ville dont je suis le maire. C'est vrai quand on regarde le monde. C'est vrai quand on voit la répartition des richesses. Et quand on reste uniquement sur le terrain purement national, sur la France, on voit bien qu'au cours de ces dernières années, les inégalités des salaires, des revenus, toutes les analyses, par exemple, de Thomas Piketty le démontrent, mais il suffit de regarder les chiffres pour évidemment s'en rendre compte. On voit bien que les plus riches, que les plus revenus se sont enrichis, ont gagné plus, et que les plus bas revenus ont soit perdu, soit ont stagné. Donc cette situation-là, elle est